Très bien, bonjour. Alors, en termes d'introduction, je voudrais reprendre quelques mots qu'on a entendus de ces jeunes étudiants qui ont suivi les assemblées générales. Et en fait, peut-être essayer, pour rebondir sur ce qu'ils ont dit, essayer de voir comment on peut anticiper l'évolution de ces assemblées générales. Alors, on a vu dans l'évolution du contenu des assemblées générales que beaucoup d'entreprises, grandes ou petites d'ailleurs, ont pu beaucoup développer les aspects digitaux et comment le digital va impacter le business, ou comment le digital fait partie maintenant de l'ADN de certaines entreprises et donc qui anticipent l'évolution de leur business ou qui même transforment complètement la façon dont ils approchent leurs clients ou leurs produits grâce au digital. Ce que je voudrais qu'on aborde peut-être dans cette première partie, avant d'aller plus sur les sujets de fond, c'est de voir si le digital, comme on a pu l'entendre de la part de certains de ces étudiants, est quelque chose qui pourrait permettre d'améliorer la façon dont l'entreprise s'engage avec ses actionnaires et engage le dialogue avec les actionnaires. Parce que l'Assemblée générale est effectivement un événement important dans la vie de l'entreprise. Il y a énormément de travail qui est mis en œuvre et d'efforts mis en œuvre pour que la qualité de cette Assemblée générale soit la meilleure. Et on voit que les gens qui sont récompensés aujourd'hui, et même ceux qui ne sont pas récompensés, ont à cœur d'avoir ce dialogue de qualité, cette anticipation, etc. Mais ça reste quand même quelque part un événement un peu statique et qui s'inscrit à un moment dans la vie de l'entreprise, alors qu'on sait bien, et d'ailleurs quand on voit la récapitulation des événements de l'année précédente, on sait bien que la vie de l'entreprise est extrêmement dynamique. Tout à l'heure je parlais d'incertitude. Cette incertitude, on a l'impression qu'elle a tendance à augmenter aujourd'hui et que justement le digital est en train de transformer les entreprises. Alors, une question que je vais commencer par Benoît. Comment est-ce que vous voyez que le digital pourrait impacter la relation entre l'entreprise et ses actionnaires, peut-être d'une manière un peu plus en temps réel? Oui, alors, ce qui est intéressant dans le digital, c'est que je crois qu'il y a eu une première phase qui a consisté, comme dans le commerce, à simplement numériser la transaction, numériser la relation. Et c'était donc, et c'est encore pour beaucoup, une question de transmettre ce que l'on fait en assemblée dans une salle avec des actionnaires à d'autres. Donc c'est donner un accès, en fait, à partir de l'extérieur. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir en fait une transformation beaucoup plus profonde qui sera basée sur la relation. Quand on réfléchit à l'impact du digital sur les entreprises, on se dit qu'il y a l'Internet des objets, on se dit qu'on va faire des solutions commerciales, des offres avec du digital dedans. Mais moi, ce que je réalise de plus en plus, c'est qu'il va y avoir une partie de l'Internet qui est plutôt l'Internet des réseaux, des communautés, qui va se développer et qui aura un impact en fait assez considérable sur les entreprises. En fait, l'entreprise est un espèce de corps constitué qui doit trouver sa place dans le monde, dans la société, avec ses parties prenantes. Et donc l'Assemblée générale deviendra de plus en plus non pas simplement un lieu retransmis avec un moyen technique, mais deviendra en fait un dialogue avec des actionnaires qui seront éloignés. Je pense qu'il faudra garder du physique, évidemment, mais je pense que cette relation va s'approfondir. Alors qu'on l'appelle digitalisation, qu'on l'appelle démocratie actionnariale, c'est-à-dire une capacité de dialogue de type démocratique avec les actionnaires, je pense que ça va se développer comme se sont développés en fait les réseaux sociaux. Claire Ferenbach, un point de vue, peut-être pouvez-vous nous présenter tout d'abord Oxfam France et puis si vous avez un point de vue sur ce sujet. Bonjour à tous. Oxfam est une organisation de développement international qui travaille dans 90 pays, qui vise à réduire les inégalités pour lutter contre la pauvreté. Je représente ici l'affilié français, donc Oxfam France, parmi les 18 affiliés qui composent la Confédération.
Lorsque j'ai reçu les documents pour être panéliste, enfin pour prendre la parole sur cette table ronde, j'ai étudié la grille d'évaluation qui servait finalement à pouvoir noter et pouvoir définir et identifier quelle était l'entreprise qui avait mené la meilleure AG. Moi, je souhaiterais insister sur 2 points qui me semblent importants dans cette grille, enfin 2 axes qui pourraient être des axes d'amélioration pour les prochaines éditions, qui sont importants au regard du rôle que l'entreprise va jouer dans le développement. Le premier point porte sur la fiscalité. Il me semble important que les actionnaires puissent avoir une visibilité sur la politique fiscale de l'entreprise. Premièrement, parce qu'il y a un risque, c'est un domaine, c'est une caractéristique sensible, puisqu'il peut y avoir un risque d'image, un risque juridique, un risque financier. On en a beaucoup parlé au début de l'année, c'est quelque chose qui est extrêmement sensible. Et d'autre part, si on revient sur des aspects de RSE où un des 3 piliers de la RSE porte sur l'économique, dès lors qu'on parle de partage des ressources, partage de la valeur, il est important de voir dans quelle mesure dans quelle mesure la redistribution des ressources de l'entreprise se fait de manière équitable, à savoir est-ce que l'entreprise paye sa juste part d'impôt là où elle produit, là où elle fait ses bénéfices. Et il me semble qu'un des axes qui pourrait être intéressant dans la grille pour les années d'après pourrait porter sur la publication du reporting pays par pays qui permettrait aux actionnaires donc, de connaître, d'avoir plus de visibilité sur la politique fiscale de l'entreprise. Un deuxième point, toujours au regard du développement, ce sera mon dernier point, porte sur le risque climatique. Donc on en a déjà un petit peu parlé, mais l'enjeu est de taille. On doit contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré. Alors effectivement, il y a un indicateur dans la grille qui est largement pondéré puisque le coefficient est important. Mais je pense qu'un objectif chiffré de réduction des émissions de gaz à effet de serre devrait pouvoir être récompensé dès lors que c'est un objectif en valeur absolue. Il ne s'agirait pas de compensation, mais de valeur absolue de réduction de gaz à effet de serre. Et cet indicateur pourrait même être encore pondéré pour les entreprises qui travaillent de près ou de loin avec les énergies fossiles, puisque d'après le GIEC, 80% des combustibles fossiles devraient pouvoir rester dans le sol si on veut vraiment rester en deçà des 1,5 degré. Et en gros, cette grille devait pouvoir récompenser davantage les entreprises qui prennent vraiment la mesure du problème actuel, parce que toutes les entreprises qui travaillent en fait de près ou de loin avec les énergies fossiles vont devoir à court terme soit changer de business, soit changer de client si on veut vraiment rester en deçà des 1,5. Et donc la grille pourrait récompenser l'ambition de l'objectif en termes de réduction de gaz à effet de serre. Merci. Je voudrais rebondir un instant sur les aspects de transparence fiscale et en particulier au niveau des impôts payés par les entreprises pays par pays ou la contribution fiscale pays par pays. Et je voulais demander à Jean-Hervé Lorenzi ce qu'il pensait des dernières évolutions justement en termes de transparence. D'abord, a-t-on suffisamment de transparence aujourd'hui vis-à-vis des actionnaires sur tous les sujets de fiscalité en général? Et ensuite, est-il nécessaire d'aller aussi loin que ce que les lois qui sont proposées aujourd'hui ou mises en œuvre aujourd'hui et qui vont jusqu'au reporting pays par pays? Cher Thierry, si tu m'autorises à revenir sur la première des questions, parce que je trouve qu'elle est assez passionnante, la question du digital. Le digital, c'est, comme toute chose humaine, c'est un tout petit peu plus compliqué qu'une version, j'allais dire, bisounours des sujets. Évidemment que le premier impact, c'est de simplifier
le dialogue entre des communautés et un conseil d'administration et une assemblée générale étendue. Et en ce sens-là, évidemment, l'aspect est positif. La difficulté du digital, elle est à la fois qu'on peut se retrouver dans un discours simplifié. Le digital, ça a une petite difficulté intellectuelle. Hein. Moi, ce que j'ai bien aimé dans l'AG d'Air Liquide, c'est la raison pour laquelle j'étais si content de pouvoir dire ça à Benoît Potier qu'il était, que c'était un bon élève, c'est que le contenu était expliqué à quel point le monde dans lequel nous sommes est un monde complexe. J'ai horreur de cette vision simplificatrice. Voilà, alors les économistes sont des spécialistes puisqu'ils font des prévisions qui se révèlent assez souvent inexactes, mais ils donnent des chiffres. Et en réalité, lorsque j'ai regardé l'ensemble de l'AG, je m'apercevais que le discours sur la présentation de ce qu'était la macroéconomie et ses difficultés, personne ne sait ce qui va se passer dans 2 ans, pas plus qu'on avait prévu le Brexit, pas plus, enfin je peux citer 10 000 exemples d'incertitudes. Et puis j'ai bien aimé aussi cette histoire de montrer les risques. Donc on est dans un monde d'incertitude et de risques. Et ça, il faut faire très attention à ce que le discours ne soit pas simplifié de manière outrancière et au fond qu'on s'aperçoive que la démocratie débatte, comme on l'a vu il y a quelques jours encore, sur des arguments qui de part et d'autre, je dis bien de part et d'autre, étaient d'un simplisme et d'une inexactitude absolue. D'un côté, flux migratoire, de l'autre côté, effondrement de l'économie britannique. Tout ça était évidemment peu rationnel. Le deuxième aspect, et je rejoins ton interrogation, c'est sur la transparence. C'est au fond une interrogation là aussi de nos sociétés. Vous savez, nos sociétés fonctionnent sur des idées là aussi parfois un peu rapides et un peu simplistes. Il faudrait que tout soit transparent. Est-ce que nous avons intérêt dans l'existence, est-ce que tout soit transparent? Moi j'ai bien aimé ce que vous disiez sur l'idée que les gens payent leurs impôts, qu'au fond, il y a une sorte de, j'allais dire, de règles éthiques et de l'intérêt collectif qui s'exprime. À part ça, qu'on demande désormais à toute entreprise, toute collectivité, de décrire au millimètre près ce que doit être, ce qu'il a fait, ce qui doit être, les chiffres, ce que ça signifie. Évidemment que dans une assemblée générale, mais pas que dans une assemblée générale, dans n'importe quel groupe humain, vous aurez quelqu'un qui trouvera quelque chose à redire sur une information qui, par nature, aura été tellement détaillée qu'il y a forcément des choses à redire. Donc je suis, comme pour le digital, convaincu que c'est une avancée, comme tous les progrès. Le moteur hydrogène, ça, j'ai passé une soirée à en parler, ça, je suis maintenant un vigoureux défenseur. Mais l'excès en tout est toujours finalement bien risqué. Et je trouve qu'il ne faut pas simplifier outrancièrement la réalité, la simplifier, la rendre, j'allais dire, souvent caricaturale. Donc attention à ça. Le digital, comme toute chose humaine, est une bonne chose. La transparence est une chose formidable. Mais elle a, comme toute chose humaine, une contrepartie, et soyons toujours intelligents dans cette affaire. Finalement, l'intelligence, c'est peut-être plus important que la transparence. Merci, merci. Merci pour ce commentaire. Et on va passer un peu à une autre dimension ici, essayer un peu d'anticiper. Alors peut-être avec Edenred, qui a été aussi reconnu plusieurs fois et primé encore aujourd'hui, donc avec Edenred, est-ce qu'on pourrait essayer d'anticiper, peut-être, on a vu l'évolution de l'importance de la RSE et de l'importance, par exemple, des ressources humaines dans beaucoup de présentations de l'AG cette année. Il y a eu une augmentation pratiquement de 50% de présentations autour de la RSE, mais en particulier sur les ressources humaines. Et donc si on se place un peu dans l'anticipation et dans les sujets qui pourraient être abordés dans les futurs AG et dans le dialogue avec les actionnaires, aujourd'hui, qu'est-ce que vous verriez comme certains de ces sujets qui sont plus dans le soft et qui relèvent beaucoup moins des chiffres et de l'explication des stratégies, mais plus aller vers l'humain et le RSE en général?
Oui, alors merci. C'est effectivement une tendance qu'on a entamée cette année avec Edenred. En fait, on est un métier qui... J'ai bien aimé vos propos sur l'extrême simplification et le risque qu'il y avait trop de simplification. On est un métier qui est en pleine transformation digitale. Alors c'est très lieu commun de dire ça, je crois que toutes les entreprises y sont actuellement. Mais pendant 50 à 60 ans, on a imprimé des bouts de papier. Bon, et puis il se trouve que ces bouts de papier, j'espère que certains d'entre vous l'ont dans leur poche, sont transformés en cartes. Alors ça doit rester très simple pour nos utilisateurs, mais en réalité derrière c'est une véritable transformation de l'entreprise. C'est une transformation de ses processus, de son IT, et donc de ces hommes et de ces femmes, parce que les compétences qui sont nécessaires pour que tout ceci fonctionne aussi efficacement que possible, c'est bien dans les compétences des hommes et des femmes qui font ces solutions au jour le jour qu'on va les trouver. Et c'est pour ça que cette année, on a voulu insister sur notre politique de ressources humaines et la capacité à trouver les talents, mais surtout aussi à transformer les compétences des gens qui nous accompagnent de manière fidèle depuis des années. Et c'est probablement une tendance, en tout cas sur cet aspect ressources humaines, qu'on mettra en avant sur les années qui suivent. Notre capacité à délivrer des solutions simples, pas simplistes, mais simples, en espérant, et avoir les bonnes personnes pour le faire. Donc la politique de ressources humaines était pour nous indispensable. Je voulais juste revenir sur l'aspect digitalisation qui avait été abordé au début de la table ronde. On n'a rien révolutionné chez Edenred, on a essayé de prendre des initiatives accessibles à tous. On s'est rendu compte qu'on avait un canal de discussion qui était soutenu et maintenu avec nos actionnaires institutionnels. Ce qu'on a essayé de faire, dans le grand principe d'ailleurs d'égalité à l'information qui est réglementaire, c'est de donner le même niveau d'information et de régularité aux actionnaires individuels. Donc on a créé un e-club actionnaires, c'est un peu pompeux comme mot, mais il y a plusieurs centaines d'actionnaires individuels qui sont inscrits. Et ça nous permet de communiquer régulièrement avec eux, tous les trimestres, tous les semestres, sur les résultats, sur toute une série d'informations qu'on souhaite leur communiquer. Ça a un avantage, c'est que lorsque les actionnaires individuels se présentent à l'Assemblée générale, en fait, ils ont été régulièrement alimentés par des informations qui sont un tout petit peu plus structurées que ce que l'on peut faire avec les médias sociaux actuels qui sont très rapides, les 180 signes que permettent Twitter. Donc on a une information plus structurée et ça permet, lorsque les actionnaires arrivent à l'Assemblée générale, qu'ils aient déjà un très bon aperçu de ce qui a été fait régulièrement au cours de l'année. On pense, on est persuadé que ça élève aussi le niveau des débats et des questions dans l'échange que l'on a avec eux. Merci. Alors une petite question pour Philippe Audouin. On voit qu'on a une évolution dans le rapport à l'actionnaire. Ces clubs en fait se développent, plusieurs entreprises les ont mis en place et l'enthousiasme des petits porteurs en particulier est là. Parce qu'on s'aperçoit que très rapidement, enfin chez Technip c'était la même chose, on est passé de 0 à plusieurs centaines d'actionnaires individuels qui s'inscrivaient dans ces clubs. Mais fondamentalement, Philippe, est-ce que vous pensez que le type de public, le type d'actionnaires auquel on s'adresse, à travers l'AG, mais aussi de tous les outils qui sont développés au-delà de l'AG, à travers lesquels on développe ce lien avec l'actionnaire, est-ce que vous pensez qu'il y a un changement? Vous avez eu un changement dans les dernières années sur ce public? Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est, je rejoins tout à fait ce que disait Benoît Potier tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que le digital soit un plus et pas un moins. C'est-à-dire que pour moi, une AG qui ne serait que digital, ce serait un moins. Ce serait remplacer un peu l'humain par la machine, pour le dire de façon un peu caricaturale. Or, je pense que la relation qu'on peut avoir avec un actionnaire, quand on est en face de lui, quand on peut exprimer de façon plus claire sa conviction sur l'un ou l'autre sujet, ça a une force beaucoup plus importante. Et je crois que les actionnaires y sont attachés. Donc bien sûr, il faut profiter de toutes les facilités que le digital peut nous donner pour améliorer la communication que nous pouvons avoir avec nos actionnaires, pour faciliter la présence de ceux qui sont distants du siège de l'entreprise, leur permettre de participer à l'Assemblée générale, faciliter le vote, et puis bien d'autres sujets où le digital peut contribuer. Mais pour ma part, je pense qu'il serait très dommage de supprimer les assemblées générales physiques pour ne les remplacer que par des assemblées Internet. D'ailleurs, on rencontre, nous, beaucoup d'actionnaires institutionnels en dehors des assemblées générales. Et au fond, qu'attendent ces actionnaires institutionnels? Une étude récente leur avait posé la question et les actionnaires consultés avaient répondu, au fond, nous, les chiffres, etc., ce n'est pas ce qui nous intéresse. On a déjà fait notre travail, on connaît les chiffres des entreprises. Ce qui nous intéresse,
c'est de voir quelle est la posture du management, est-ce qu'il exprime une confiance. Et c'est un peu ce que disait une des étudiantes quand elle disait, au fond, j'ai découvert que les entreprises françaises avaient énormément de potentiel technologique et autres. Ça, on aurait pu le lire dans la presse, mais dans la presse, ça n'a pas eu la même portée. Au fond, c'est l'Assemblée générale qui a permis de passer ce message-là. Une fois qu'on a dit ça, moi, je suis très soucieux de faciliter toutes les relations de l'entreprise avec les actionnaires individuels. C'est un métier difficile aujourd'hui d'être actionnaire individuel. Il faut quand même avoir la foi un peu chevillée au corps quand on est taxé au même niveau que sur un salaire, alors qu'il y a quand même un vrai risque actionnarial. Et moi, je participe régulièrement à des assemblées en province d'actionnaires individuels. Et je veux dire que ce qui me frappe dans ces assemblées, ce sont deux choses. C'est l'intérêt réel, sincère, que les gens que je rencontre portent aux entreprises qu'ils viennent écouter. Et la deuxième chose, c'est leur fidélité. Et pour nous, entreprises, Benoît disait tout à l'heure qu'il avait 10% de ses actionnaires individuels, c'est considérable. Ce sont des actionnaires stables, ce sont des actionnaires qui souvent ont une vision de long terme, une fidélité à l'entreprise. Et pour nous, émetteurs, pour nous, entreprises cotées, ça a une vraie valeur. Et donc, il faut faire tout ce que l'on peut pour favoriser ces relations. Enfin, dernier élément, être actionnaire d'une entreprise, c'est aussi avoir une certaine implication, une certaine compréhension, une certaine culture du monde économique. Et je crois qu'aujourd'hui, ça a une vraie valeur pour faire la part des choses entre ce qui peut être démagogie et la réalité. Okay, merci. Oui, Benoît, oui, juste d'ajouter un petit mot. Je pense qu'en fait, il ne faut pas limiter le dialogue entre l'entreprise et l'actionnaire individuel notamment à l'AG. Il se passe 1 an entre 2 AG. Et en fait, ce qui est aussi important, c'est entre les AG de maintenir, de nourrir ce dialogue. Et je crois que nous avons 400 000 actionnaires individuels, un peu moins de la moitié sont au nominatif, donc ça veut dire qu'on a le nom, le prénom, l'adresse et l'email la plupart du temps, et donc on a cette capacité à un peu moins de 200 000 personnes à entretenir le dialogue. Donc en fait, c'est entre les AG que tout se fait. L'AG, c'est le moment, un peu de fête, de célébration de l'année, de compte, on rend des comptes, mais entre les deux, nous allons en province. Cette année, on est allé faire 2 assemblées, comme tous les ans d'ailleurs, en province. Et puis on a des événements réguliers, 1 fois par mois à peu près. On a un espace actionnaire. Donc en fait, la vie entre l'entreprise et l'actionnaire, c'est tous les jours. Et ça me semble extrêmement important. C'est qu'on célèbre l'AG, mais en fait, l'AG, c'est le moment culminant. La vie continue tous les jours. Et c'est très important d'y attacher du temps et de l'importance. Un mot sur le digital et l'humain, parce que c'est un peu 2 thèmes qui reviennent. Très intéressant de voir qu'au cours des visites que l'on fait les uns et les autres, aux États-Unis notamment, dans la Silicon Valley, pour voir ce qui se passe. Il y a 3 ans, je suis allé sur la côte ouest. J'y vais tous les ans depuis 5 ans, donc j'ai maintenant un certain recul. Il y a 3 ans, tous les gens de la côte ouest à Palo Alto me disaient, vous savez, le machine learning, c'est l'avenir. J'ai entendu parler à plusieurs reprises de post-humanisme. Je me suis dit, vous me parlez de quoi ? C'était simplement que la société se développait sans l'humain et que la machine allait tout manger. Et je veux dire que c'était un discours relativement choquant. Cette année, nous sommes allés sur la côte Est. Alors, il y a une différence entre la côte Est et la côte Ouest pour ceux qui sont assez familiers avec les États-Unis. Cette année, on est allé voir Big Data et l'intelligence artificielle. On a vu des gens du MIT, on a vu beaucoup de monde, des grands, des petits, des profs, des industriels. Eh bien, en fait, ce qu'on nous dit, c'est non, l'intelligence artificielle, c'est très bien, mais le facteur humain est en fait prépondérant. Donc, c'est intéressant de voir d'abord 2 endroits différents, 2 mentalités différentes, et en 3 ans de temps, comment l'humain est revenu. Et ce que je dis, c'est pas en l'air, c'est-à-dire que c'est vraiment, quand on discute sur le fond, avec les gens qui sont dans le digital jusque-là, le phénomène digital ne retire pas l'humain. L'humain est en fait essentiel, et tous ceux qui réfléchissent au comportement, à l'usage du digital, à la façon dont la société se digitalise, en fait, et ces gens-là, en fait, sont convaincus que le facteur humain a repris la prépondérance sur le digital. C'est quand même rassurant, et donc c'est pas mal de pouvoir dire ça
dans notre conversation. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'ensemble des participants et puis félicitations encore à Edenred et à Air Liquide. Merci.